Good afternoon. I'd like to welcome you all this afternoon to the Abu Dhabi Art Architecture Statement, Louvre Abu Dhabi Reign of Light. I'd like to say what an honor and a privilege it is to be here presenting this to you in the presence of Hala Ward. Hala is the architectural principal director for the Louvre Abu Dhabi project. Unfortunately, and because of entirely understandable events, Jean Nouvel has been unable to attend this afternoon. However, we do have a specially made film in which Jean is going to explain the project to you. And then afterwards, Hala will be giving a presentation, and then Hala and I will talk for a few questions at the end about the project. So I will let Mr. Nouvel speak for himself. If you could start the film, please. Chers amis, je regrette profondément de ne pas pouvoir être avec vous. Les événements et leurs conséquences font que malheureusement je suis resté à Paris. Et j'ai quand même essayé d'être le plus possible avec vous. Le plus possible en étant le plus possible au Louvre Abu Dhabi. Je me suis mis dans l'endroit où le Louvre Abu Dhabi s'est conçu et se conçoit, à quelques pas du vrai Louvre d'ailleurs, avec Alawardé qui s'en occupe tous les jours. Et je pense qu'on est ici dans un lieu où on va pouvoir se permettre de vous expliquer avec preuves à l'appui, avec des fragments de maquettes, avec des images, avec tous les éléments qui font que nous sommes vraiment dans l'ambiance. Je pense d'ailleurs que tout ça va commencer par une mise en scène de la construction de ce bâtiment, et je crois que nous sommes aujourd'hui amenés à parler essentiellement de la coupole. Il y en a qui diraient de la coupole, il y en a qui diraient du dôme, donc on peut peut-être commencer par une clarification pour l'ensemble de ces propos. C'est qu'une coupole, c'est ce qu'on découvre quand on rentre dans un bâtiment, c'est intérieur, et qu'un dôme, c'est ce qu'on voit dans le paysage. Donc pensez au dôme de Brunelleschi, il domine la ville, et pensez à la coupole qui est en dessous, il y a un grand vide entre les deux. Mais nous avons en fait continué cette tradition, celle qui permet de parler d'un intérieur et d'un extérieur. Simplement, on a un peu plus mis en relation l'intérieur et l'extérieur, et on a fait en sorte que depuis la coupole, on puisse voir le dôme, ce qui n'est pas toujours le cas. Normalement, j'aurais dû être interviewé par M. Nick Lish, et on a convenu finalement, nous sommes convenus avec Allah, qu'elle prendrait le rôle de M. Nick Lish. M. Nick Lish, bonsoir. Bonsoir. Et c'est Madame Nick Lish, Monsieur Nick Lish, qui va me poser quelques questions. Donc j'attends la première question. Et je crois qu'avant, il y a un film accéléré, donc il va nous montrer que ce dôme est en train de progresser.
Donc la première question, Monsieur Nouvel, qu'on voulait vous poser, c'est comment vous êtes arrivé, ou la naissance du concept du Louvre Abu Dhabi? Le concept d'un projet arrive toujours par rapport à une philosophie de ce qu'est l'architecture. Je suis, vous le savez, un architecte contextualiste, et je ne peux pas imaginer un projet en dehors de l'endroit où il se construit, et en dehors de la culture dans laquelle il se construit, autrement dit, indépendamment de la géographie et de l'histoire. Donc je ne pouvais pas imaginer un musée dont on puisse dire il pourrait être dans n'importe quelle ville de la planète, oui, dans n'importe quel climat. Donc j'ai commencé à imaginer un bâtiment qui puisse appartenir au désert, appartenir au monde arabe, appartenir à la mer en même temps. Un bâtiment qui puisse avoir aussi une symbolique spirituelle. Et c'est à partir de là que s'est greffé sur ces notions-là des notions générales aussi qui sont liées à ce qu'est un musée. Un musée, pour moi, c'est pas justement un bâtiment, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas des murs épais avec une porte blindée, et on rentre et on ressort. Un musée, pour moi, c'est beaucoup plus un quartier. C'est beaucoup plus la ville. Ce que j'ai essayé de créer là, c'est un lieu dans lequel on vient et on revient. C'est un lieu complexe. Et c'est un lieu accueillant. Et c'est un lieu où il se passe des choses dans les murs, entre les murs, des conservations, des conversations entre les murs. Donc c'est plutôt ces notions-là qui ont amené à cette proposition sur le Louvre Abu Dhabi. Je considère que les bâtiments doivent appartenir à l'histoire et à la culture d'un pays, à travers aussi des symboles. Et le symbole de la ville arabe, je crois que pour tout le monde, c'est lié à la Médina, c'est lié à des ensembles de constructions de couleur blanche qui se rapprochent pour créer de l'ombre. Et c'est cet ensemble, ce dédale, cet ensemble à la fois géométrique et aléatoire qui constitue l'image archétypique de la ville arabe. La dimension spirituelle dans le monde arabe, pour moi, elle est souvent liée aux coupoles et aux coupoles blanches. Pas automatiquement comme celle qui va se proposer ici, mais à toutes les échelles, on trouve ces coupoles, souvent pour les édifices religieux évidemment, mais c'est aussi un des signes récurrents de la ville. Et je me suis dit qu'on pouvait travailler sur cette notion d'une coupole qui protégerait une ville. Cette protection de la ville se fait à ce moment-là d'une autre façon qu'une coupole lourde, pleine, mais se fait plutôt dans une analogie avec l'ombre qui serait créée sur la ville, un peu de la façon dont un arbre finalement vient protéger une zone avec des raies de lumière. En même temps, pour moi, la grande architecture arabe a toujours été liée à la géométrie et à la lumière. Donc j'ai voulu travailler aussi sur cette géométrie et sur cette lumière et faire en sorte que ce filtre de lumière soit basé sur des géométries qui appartiennent aussi à la culture arabe. J'ai voulu que ce soit complexe, donc c'est à partir de là que la coupole a pris différentes épaisseurs, différentes rotations, différents rythmes de perforation. Il a fallu inventer les règles de formation de la complexité géométrique. Voilà, donc ça, c'est tous ces paramètres-là qui se sont rencontrés à un moment, parce que pour faire un projet, il faut y penser longtemps. Pour concevoir un projet comme ça, il faut à un moment se mettre dans la situation de se dire, bon,
je suis à Abu Dhabi, je suis sur une île déserte pour le moment, elle va petit à petit se construire. Vous voyez que nous sommes à Paris, je ne sais pas si ça s'entend bien dans la salle, mais on a malheureusement encore une ambulance qui passe ici. C'est cette complexité-là qui est intéressante dans le rapport symbolique aussi. Ce qui est intéressant aussi dans la géométrie et dans la lumière, c'est la géométrie qui s'imprime dans l'air lui-même. Alors là, on a tous des images de ça, j'ai des images parisiennes même de ça. Par exemple, les Halles de Baltard, il y avait des raies de lumière qui tapaient de façon oblique, comme ça, sur un volume très haut, et qui venaient toucher les fruits, les légumes et les personnages qui étaient en dessous. Mais on trouve aussi ces raies de lumière sur les fruits, les légumes et les personnages dans les souks. Et de là, donc, est venue aussi cette idée de pluie de lumière, en fait. De pluie de lumière qui partirait d'une coupole, donc la coupole étant toujours le symbole cosmographique, finalement. Et c'est un peu comme si les étoiles, la lumière des étoiles arrivait sous arrivait à projeter des raies sur le monde. C'est pas exactement ce qui se passe, mais nous sommes dans un monde onirique, d'autant plus onirique ici que ces raies de lumière, cette pluie de lumière, elle va venir toucher à un moment l'eau, on va se mettre à la limite de l'eau et de la terre. La première idée aussi, le premier concept était évidemment de mettre cette ville sur l'eau, pour des questions de climat, de microclimat, de fraîcheur, et les raies de lumière qui vont venir taper sur l'eau vont elles-mêmes créer des effets de lumière et de réflexion. Donc c'est cet ensemble-là, c'est un peu comme si on avait mis un petit bout de Venise aussi sous une coupole, avec des petits trous. Bon, il y a cette notion d'interférence de l'eau, de l'urbanité, de la complexité aléatoire. Donc c'est tout ça qui fait que finalement, à un moment, un croquis arrive, parce que sur le croquis, on ne voit rien. On voit simplement l'idée d'une ville, l'idée d'une coupole, c'est pas mal de choses. On comprend peut-être qu'elle est sur l'eau, mais il a fallu qu'il y ait toutes ces interférences-là, toute cette complexification et cette complémentarisation pour arriver à créer quelque chose qui, j'espère, peut être de l'ordre de l'émotion, du plaisir, de la poésie, et des variations, surtout des éternelles variations qui font que, en fonction des heures, en fonction des saisons, on n'aura pas les mêmes sensations, et on se retrouvera dans un monde aussi qui est à la fois familier, par ces références-là, et un tout petit peu quand même exploratoire, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de bâtiments qui se glissent sous des engins pareils. Donc ça nous ramène à la phase de Baudrillard, pour qui l'architecture est un mélange de nostalgie et d'anticipation extrême. Bon, nous sommes un peu là-dedans. Monsieur Niklich, ai-je répondu à votre question? Alors, Monsieur Nouvel, vous avez devancé beaucoup de mes questions. J'ai le sens de l'anticipation, tout le monde sait ça. Tout à fait. Je voulais cependant revenir à la première de mes questions, qui était celle, on a sous les yeux en fait le premier croquis que vous avez fait. Ça, c'est un croquis que vous m'avez volé dans le train, je pense. Pas tout à fait moi, mais peut-être quelqu'un d'autre qui me ressemble. Bon. Il s'agit effectivement des premiers traits qui esquissent donc, cette idée du Louvre à Abu Dhabi. Et je voulais savoir quels étaient les principes qui avaient guidé cette première esquisse. Je viens vous l'expliquer pendant 10 minutes. Donc ici, on voit très bien qu'il y a une presqu'île, on voit très bien qu'il y a une coupole, c'est rond. Ici, on voit très bien que cette coupole est plutôt plate. Ici, on voit très bien ce que devait être le plan général de ce quartier qui était proposé
par Tom Cranz à l'époque, avec une série de musées qui sont le long de la mer. On voit bien, c'est sous forme d'étoiles, là, le Guggenheim, on voit bien où nous sommes nous. Il y a une forme un peu plus longue comme ça, qui est le Performing Arts Center de Zaha Hadid, et le Maritime Museum ici, je reconnais tout ça. Là, je reconnais le canal de Venise que Tom Cranz voulait extrapoler ici, et les petites galeries qu'il voulait mettre au long de tout ça. Donc pour moi, ces idées-là correspondaient au programme que j'avais en tête. Je trouve que la vie est encore un peu embryonnaire, mais c'était déjà un point de départ. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ce concept a évolué? Les concepts évoluent, c'est vrai, mais quand ils sont bons, ils s'approfondissent surtout. C'est-à-dire que à partir de là, l'approfondissement, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est effectivement comment chaque élément va devenir totalement spécifique et appartenir à ce lieu. Finalement, parce qu'à partir d'une coupole, une coupole blanche, on peut faire des tas de choses. Et je crois que cette coupole n'a pas d'équivalent aujourd'hui. C'est quelque chose qui est idiosyncratique par rapport à Abu Dhabi. Et je me suis demandé comment cette coupole pouvait être, une fois que je dis je crée un microclimat, je pose une coupole sur un fragment de ville, qu'est-ce que c'est que la coupole? Qu'est-ce que c'est que la ville? Bon, donc à chaque fois, l'approfondissement, c'est charger le projet, c'est le charger de nouvelles intentions. Donc c'est chercher cette définition. Puis en même temps, l'architecture étant l'art de la synthèse, il faut bien penser à un certain nombre de paramètres qui sont ceux d'une possible construction ou constructivité, et commencer à se dire ça pourrait exister comme ci ou comme ça. Ici, l'une des questions quand même qui s'est posée assez vite, c'est de dire bon, si je fais une coupole comme ça qui protège une ville comme un arbre protégerait un bout de jardin, il me manque un tronc au milieu quand même. Donc il faut que je sache comment je le sustente au-dessus de la ville. Et c'est cette sustentation-là qui fait aussi, je crois, la poésie ou la réussite d'un quartier comme celui-là. Donc l'idée était d'avoir a priori peu de points d'appui. Et surtout pas de point d'appui au milieu, parce qu'une coupole avec un point d'appui au milieu, j'ai jamais vu et je souhaite pas le voir. Mais donc je voulais que les poteaux n'existent pas, et je suis arrivé très vite à cette conclusion qu'il allait falloir qu'il y ait une sorte simplement de joint creux entre certains des bâtiments qui sont là, qui vont venir tangenter cette coupole, et en fait qu'il y ait seulement 4 de ces bâtiments qui tiennent la coupole, d'autant plus que l'idée était quand même d'ouvrir largement quand même le musée sur l'eau, et de faire en sorte que la déambulation intérieure ouvre des perspectives larges. En particulier, je pensais à l'entrée des bateaux, et ça nous a permis donc de résoudre cette histoire de pénétration de l'eau avec une grande légèreté, avec une grande... Alors comme tout ce qui est léger, ça demande un certain nombre de moyens qui sont lourds, de temps en temps, je sais ça par cœur, mais il y a là évidemment un cadrage panoramique sur la mer, les bateaux qui peuvent entrer à l'ombre, c'est une des caractéristiques architecturales et émotionnelles fortes. Donc toutes ces questions-là, elles se posent en même temps. Cette notion de synthèse et d'approfondissement, c'est le métier même que je fais. Ça s'appelle l'architecture. Quelle est la relation? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus la relation entre le dôme et le musée et décrire comment vous avez abouti à ces dimensions, au final, sa géométrie et à ces techniques de construction? Un musée est là pour conserver des œuvres d'une grande fragilité et des témoignages très très précieux. Donc on attend évidemment des conditions tout à fait performantes et particulières. Donc le dôme permet déjà
de réduire les chocs thermiques, je dirais. Le dôme et l'eau, bon, ça va nous amener à créer un certain nombre d'espaces qui seront moins en contraste que s'ils étaient entièrement au soleil, encore que, évidemment, avec le principe, certains volumes sont protégés totalement par le dôme, d'autres à moitié et d'autres pas. Mais l'idée, c'est quand même de concevoir chacune des salles comme un lieu qui à la fois va se servir de l'ombre et de la lumière naturelle. De chaque lieu, on va comprendre où on est, on va se servir de cadrage et de vision sur la mer ou sur l'intérieur. On va aussi doser totalement la lumière intérieure de chaque salle en gardant souvent des lumières centrales, des zénithales, qui vont permettre de voir le dôme et de savoir où on est aussi et de ramener la préciosité du dôme à l'intérieur des salles. Donc c'est quand même tout un jeu sur les différenciations et tout un jeu sur la dimension aussi assez paradoxale d'une ville qui est une sorte de palais de l'art. Je parle souvent d'une dimension qui est palatiale, mais au fond, chaque bâtiment est une grande salle d'exposition. Donc cette forme fragmentée implique à la fois cette séparation et un lien. On passe de l'une à l'autre, mais cet aléatoire permet aussi d'avoir des salles plus hautes, d'autres plus claires, d'autres plus longues, d'autres... Donc quand on se promène là-dedans, il y a une dimension presque archéologique aussi. Et cette souplesse, évidemment, nous a permis d'être au plus près de la demande de muséographique. Et au plus près aussi de la collection du moment. Mais on sait aussi, et c'est une des difficultés de ce projet, que c'est à la fois un projet qui va accueillir des collections permanentes, mais que ces collections permanentes se constituent, donc elles vont s'enrichir. Donc c'est un musée de collections permanentes, mais qu'on est obligé de concevoir comme un musée d'exposition temporaire, puisqu'on sait qu'il va y avoir des variations et des œuvres qui vont s'intercaler, et d'autres qui vont disparaître, et d'autres qui vont... C'est un musée qui va s'enrichir avec le temps, bon, ce qui est formidable. C'est un musée aussi qui intègre des composants de différentes échelles, et justement le grand volume pour les expositions temporaires, lui, est en contraste avec les autres. Donc les principes urbains permettent toutes ces adaptations. Et le dôme, lui, vient réguler, et la lumière elle-même est différente, et s'étudie de façon différente en fonction des reflets sur l'eau, des vues extérieures, des vues sous le dôme, des vues zénithales ou non. Mais il y a un souci permanent de créer les conditions idéales de présentation et de conservation. On est devenu bien sérieux. Monsieur Nouvel, dans plusieurs cas, les galeries du musée sont éclairées par de la lumière naturelle, ce qui est une difficulté, étant donné le climat local et la fragilité des œuvres. Pouvez-vous expliquer ce choix? Écoutez, Monsieur Lich, j'ai l'impression que c'est à peu près ce que je viens d'expliquer. Donc je pourrais l'expliquer d'une façon peut-être encore plus probante, mais ce sera quand même de la paraphrase. Donc on a fait en sorte qu'il y ait une relation qui s'installe entre l'intérieur des salles et l'extérieur, qui est aussi à l'intérieur, comme souvent. Une ville doit être conçue finalement comme un appartement, et un appartement comme une ville, une ville comme un musée comme... Bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le Louvre Abu Dhabi a été conçu à l'aide de modélisation informatique complexe. Malgré cela, de nombreux détails ont été finalisés grâce à des prototypes grandeur nature. Est-ce dans vos habitudes de travail? Et pourquoi est-ce nécessaire? Aujourd'hui, l'architecture contemporaine est un lieu d'invention. On est dans des situations de plus en plus différenciées. Avant, il y avait des typologies beaucoup plus répétées. On est devant une multiplication de toutes les techniques.
Et aujourd'hui, un grand bâtiment d'architecture contemporaine ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas des prototypes parfaitement exécutés et dont on peut garantir la qualité d'exécution. Ce serait un risque énorme. On a beaucoup de mal à faire comprendre ça d'ailleurs aux maîtres d'ouvrage, qui considèrent souvent que ces prototypes qui vont disparaître, c'est de l'argent dépensé pour rien. Or, la qualité du bâtiment dépend de cela. Ici, il est évident que entre le concept de la pluie de lumière et sa réalisation, il faut quand même préciser une chose par rapport à cette pluie de lumière, c'est qu'elle est basée effectivement sur une petite invention ou sur une petite extrapolation d'un phénomène simple. Simple mais difficile à détecter. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de créer plusieurs couches. D'ailleurs, les couches sont par là, hein, je ne vous mens pas. Il y a voilà, ça, ces quatre couches de géométrie qui sont sous différents angles. Et ce sont ces couches-là qui vont caractériser à la fois le dôme et la coupole qui est en dessous. Et il y a une structure qui va exister entre. C'est quelque chose comme ça. Bon, et si on voit ça en très grand, ça nous amène à ce qui a été fait sous forme de prototype, c'est-à-dire quelque chose de 15 mètres par 15, avec une structure entre et deux fois 4 couches. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Avec ça, il se passe le fait que pour qu'un ray de lumière traverse tout cela, il faut qu'il traverse 8 couches. Et que si, à un moment, vu que le soleil tourne, un ray de lumière passe d'une zone transparente à une zone opaque dans une des couches, il disparaît. Mais d'autres restent. Donc, on voit apparaître comme cela une série de taches aléatoires avec cette pluie, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on les voit bouger de taille, pour certaines d'entre elles très vite, et qu'on les voit apparaître et disparaître au fur et à mesure que l'une, ça existe avec les arbres aussi d'ailleurs un peu, au fur et à mesure que l'une est arrêtée par une branche ou par une feuille, autrement dit par une des géométries. Mais là, je crois que nous avons évidemment travaillé depuis très longtemps sur ce musée. Il y a eu beaucoup d'éléments d'études qui ont été montrés. Et quand je parle de ce musée, on parle de ce musée avec un film qui a été réalisé spécialement pour expliquer toute la dimension technique et toute la dimension conceptuelle liée à cette pluie de lumière. Vous verrez, je pense que Monsieur Lich alias Alaouardé va vous montrer ce film dès que j'aurai fini cette phrase. So I'm going to present you after you've heard Jean Nouvel explain the concept and all the imagination behind this idea of the dome in the project. After this first sketch that he did at the very first of the concept, and this idea of this dome protecting the museum, and all these challenges that he wanted us to keep. One of them is the scale of the dome, the fact that it is floating on top of the building, that you don't feel the support points. As he was saying, it needs to be completely light, and to make this aesthetic and what Jean would call l'esthétique du miracle, the aesthetic of miracle, happen, it is a very, very complex work, and a lot of means that we had to put together to make this happen. So that I will try to explain without being too long.
I'm showing this image because it's one of the first images that we did after the sketch of Jean to explain this concept of the rain of light. It's an image that is 9 years old now, and I hope when the museum will open soon, we will keep this promise of this image that is here. In this image, you see the light of Abu Dhabi. You see the dust of the place that is here all the time. And this dust that materializes the light. And this is how you feel this rain of light, as we call it. The dome is a huge structure of 180 meters diameter. It is floating 9 meters above the sea with a height of 25 to 38 meters. Just to give you a scale, we put it in Paris. This is La Seine, but maybe more familiar, La Cour Carrée du Louvre. That has exactly the same dimensions. It's a coincidence, but it gives you the sense of the scale of this structure that is covering partially our museum. Again, there is the work, the aesthetics and the geometry that is inspired, as you heard Jean explain, from the local culture. Of course, it is a very strong sign linked to the history of Arab architecture. So we took this as a starting point, trying to use this pattern, but then to transform it into a very contemporary way. But again, this was not just an aesthetic exercise. We worked with a lot of experts with us. Main one was the climate engineer, because one of the main purpose of this dome is to protect people and to give this sense when you go from 50 degrees outside to inside, under the dome. It's not an inside, it's still an outside of the museum, all these urban places, because these buildings are like a little city. When you go inside, the idea to have this feeling of a comfort. So we started with constraints of geography, of where we wanted more comfort and where we would accept less comfort. The yellow zone that you see here is the one that links the most important buildings of the museum, the permanent galleries, temporary galleries, so where we expect people to gather more. So we said this is where we will concentrate the zone, the highest comfort zone. And so there are a lot of means that we put together to make this perforated dome act as a passive tool to control the natural light and the very hot sun that is in Abu Dhabi. And for this, we used several elements. I mean, what you see here, I don't want to go into too much technical detail, because you have the geometry itself and the perforation of the dome and the density of the perforation, but you have also the color of not only the dome, but of the buildings themselves, because they control the light, the natural light, but we had to control the diffusal light. I don't know how you say, la lumière diffuse, the one that diffuses. And for this, you have two ways of doing this. First, for the first one, to control the natural light, you need to control the geometry, the openings, and the density of the dome. To control the diffusal light, you need to control all the materials, and it's something that is what we call the albedo of the materials, which is something that varies between black and mirror. And we had to balance all the materials that are below the dome to participate into this comfort, not only thermal comfort, but a visual one,
and this idea of creating the rain of light. So you are going from one temperature to another, and you need to do this very smoothly, whether you're coming from outside, walking from outside, or if you're coming from the galleries themselves, with a given, of course, the temperature of all the galleries, and the climate in the galleries is air-conditioned, of course. You have artworks and people inside. So when you go from one gallery, for example, temporary, to Children's Museum, you go outside. So we had to also assess this sequence of going from one temperature to another. So what did we use as all the means that we use? In the beginning, we started using physical models. And in parallel, we were doing numerical models. So, of course, we had engineers working with us, and we actually built a special algorithm to do this modelization of the dome, and to see how we could, in working together between physical models and numerical models, one helping calibrating the other, to achieve the right geometry and density. So these are some examples of different geometries that we did, as Jean was explaining. I will explain maybe better after how it is made of. So there is one model that is done, a numerical one, that we did after into a physical tool. There is one structure. The dome is composed of a main structure of 5 meters. And then you have 4 layers on the outer dome, and 4 layers in the inner cupola. This 4 plus the structure all together participate to a density of openings. So we flattened all this in the previous model that you see here, and the first tool that we used and the first calculation and test was in an artificial light lab that happened in Stuttgart in Germany, where we did this, where we put the model and tried to see, so we simulated the light of Abu Dhabi in this lab and see how it behaved in terms of whether rain of light or density of the light. What you see here is a cartography of the zones where we wanted more or less light in the museum that is below. There is among the buildings, you have permanent galleries and you have temporary galleries. You have galleries that have skylights, and it's one of the questions that was asked and that we worked on, is we wanted to have natural light into the galleries. So it was very important that we allow for this natural light and that we are able to control the light, knowing how dangerous it can become to artworks. So we had to work with this, knowing also that the dome is covering partially the galleries. So some have skylights that are under the dome and some have skylights that are exposed directly to the sky. So this resumes again the different models that we did, as I explained. First, this little model that we did in the artificial lab in Stuttgart, and then we the result of this brought us to reduce a lot the openings of the dome. I think we had 5% at the beginning. I mean, accumulating all the openings that were reduced to 3%. And then we decided to build another model, which was at the scale of 1/33, a model that it's a scale that we usually use for theater when you want to be able to put your head into it, so to have an idea of the feeling of the scale of it. So this is the second model that you see in this image. And in parallel, we were going to do a model 1:1, which was a real full-scale model. This built in Abu Dhabi, of course, to test it with the real light of Abu Dhabi. So this, again, was the test that we did.
we dedicated, and we had a very comprehensive client who understood that for this very special and unusual piece of architecture, we had to go through these tests, and they were extremely helpful. And what was helpful is that we were allowed to do this during the process of the design. So it was during design development, that we were able to do all these models and to adjust our design to the results of those tests. This is the 133 model that was built in Germany and then shipped to Abu Dhabi, because of course we wanted to test it with the real light of Abu Dhabi. And it's done in stainless steel. The material of the dome, I mean, at least the finish. Going through this. And in parallel, we built, as I told you, the one-to-one model. And we did the test both in parallel with this 133 model that we put outside and with the one-to-one model. What came out of this test here was very interesting, something that we hadn't calculated and we hadn't taken enough into account. Is the light that came not from the top of the dome but from the sides. And we realized that there were a lot of diffusion of the light from the sides from the opening on the side. And so the one thing that came, and the result of this, is that we concentrated. We realized we had to catch the light at the edges and at the thresholds of these openings, and this brought us to work on darkening the materials that are at the edge of the dome. For example, we had a stone on the museum, on the floor of the museum, which was a light gray stone, and we introduced a new stone, which is a black stone, at all the thresholds, and everywhere the light come in, we have dark materials on the floor. Also, what we did is we put on all the roofs of the buildings that are below the dome, which were crushed marble. In our previous design, we changed them to black stone. So in order to absorb as much as possible the light and to increase this effect of the rain of light. So I'm continuing to go through this. This is Jean. This was in 2009, I think, where we tested this. Design development phase of the design. Cher Sultan with Jean Nouvel, their head in the middle. You see on this image the impact of the lateral light, and so we worked a lot on increasing, and we redesigned completely the geometry of the edge of the dome in order to densify this and apart from the materials, and to be able to address this issue. In parallel, you had this incredible tool for us, a real tool to work, which is a huge structure, and this is only 1% of the scale of the dome, but it's still a 15 by 15 meter wide piece of dome that we set up on site. It's now demolished, but extremely useful for us to test the light. So we had a platform that, I don't know if you see it here, it was a piece of the dome that was going to be tested not only at one situation, but you had a way of inclining it, so you can, and a platform where we were sitting, that we were standing, that could go up to put you in the situation of the edge dome. So we could test with this tool all the different situations of the dome, not only the one that is the highest point, which we could, but also the different situation of everywhere on the dome by putting up and down this platform and inclining the structure. And so what we did is we built, after this model, this, and used this structure
to test many things. The geometry of the structure itself, and the way the structure, which is a layer among the 8 layers, it's another layer, how it was visible from below. And I don't know if you see it on this image, but it was just tubes that we were using at that time. And we realized the structure was very visible. So we designed the structure, and we worked a lot with the engineers so that the structure could be designed to interact with the layers, and then we design not only the beams of the structure, but the nodes and every detail that I will show you. So because every piece of the structure was participating to these layers. We tested a lot of things here. We tested the ray of light, of course. We tested the scale of the light spots. We were very, for example, one thing we hadn't also realized is the speed of the spots and the speed that they moved. So it's a real cinetic effect that was a surprise for us. We realized how some of our geometry impacted the type of spots that were not necessarily, shaped enough sharp. And so we reworked completely with this model, and this algorithm that was a very complex one allowed us to adjust all this in relation with what we were looking. This is the aesthetic part, but on the engineering part of this, our engineers came here and spent a lot of time to measure the luminosity and the thermal effect of this, and realized that because of this speed of the light moving, it didn't affect too much the heat and the thermal effect. So all this to say, when after this model was done, we realized, although we had reduced a lot the openings, that it was still very open, and we reduced again after that the geometry of the layers. And now the total opening, if you add all the openings, all the layers together, the total opening that go through the dome is 1.8% of light, which is very little. Normally there's a little film here, but I don't think we uploaded it to show how the platform goes up and how the rays move. We tested also the materials, very important. We needed something that would resist to the climate, to the dust, to the sun, to the sea, humidity, etc. So this mock-up was fabricated in China. I mean, we brought the material from there, and we wanted to test different types of stainless steel or aluminium, different types of aluminium. So we used this also to test all these different materials. Today, the dome, the cupola is in aluminium from below, and on the top it is all stainless steel. This explains, it's the little model. We have this in our office also, as you see, so Jean manipulate it, but we have many models. I mean, this is one of a lot of different models that we done, but it explains how we came from this, yeah, you see it on the image, how we came from this tubular, straightforward structure to something that was designed in every detail. So we drew every nodes, every screw, we wanted to have something that was not, that was all mechanic, that really has its own aesthetic and participates into this pattern. Addressing the constraints of the lighting, because the dome works in the day as a parasol, an umbrella for the light, but in the evening it becomes a sky with stars, a reference to
to the sky that is and the stars that are in the desert. So there's lighting, a lot of lights in the dome, and we had to also find the way of driving those cables without with addressing the aesthetics. We needed to incorporate access for maintenance, of course, so you can imagine all the technical constraints that we were given and that we had to interpret in a aesthetic way and, of course, technical way, of course. I'm going to go a little bit quickly. So it's all the constraints that are needed, access to the dome, passerelle. This, as you see, is the edge that we densified after we did this 133 model. And we looked at a very special pattern for this. So this is 2009, and this is the construction was starting. So you have all these piles and the dome looking at it. But we tested, for example, you see here on this image, you have a piece of the dome. It had already passed a few months, and you see how the dust accumulated. So we used this also to test cleaning and maintenance of the dome. Yeah, I'm showing some. This is just images of the current site. So it's different, it's I think almost 8,000 different stars that compose this dome, and they are all different in geometry, and because they are different in their place. It's a huge work. The contractor is an Austrian company, Wagner Biro, who is driving this. And we start seeing all this is an image that was taken maybe early summer. It comes from Munich. And start giving the effect of what we can expect to see in the museum. This is it, I think. So, it's not finished. We're not quite finished yet. There's a little bit more film with Mr. Nouvel, and then I'll come back to Halle. But thank you already, because that was an amazing. I see the building site quite regularly, but I've never heard quite such an in-depth and kind of clear explanation of why certain parts of the building work. So we're just going to go back to the film with Mr. Nouvel. It's just for a few minutes, and then we'll come back. Donc nous venons de voir le film que Hala Wardé a présenté, qui est très clair. Hein, très clair, absolument limpide. Je vais vous poser une question concernant votre processus de création, celui et l'engagement que vous avez eu sur ce projet-là, et savoir combien il a été différent d'autres processus de création sur d'autres projets. Je ne sais pas ce que vous entendez par processus de création, parce que mon processus de création, c'est toujours le même, il est très connu. C'est-à-dire que je prends le maximum d'informations, je me mets dans mon lit avec un masque, je me mets des boules quies, je me mets comme ça, je ne bouge pas, tout ça dans la pénombre la plus totale et dans le silence. Bon, et normalement, au bout de quelques temps, ça se décante. Bon, mais ceci dit, chaque fois c'est différent. Chaque projet, quand même, la caractéristique d'un architecte contextualiste ou d'un auteur qui se renouvelle, c'est qu'effectivement chaque processus de conception fait appel à d'autres parties de son imagination, de ses références, de sa culture, à d'autres désirs. Le désir, c'est de faire partager ses désirs, justement. Un architecte, c'est quelqu'un de généreux, a priori, c'est quelqu'un qui veut faire, qui veut donner de l'émotion à tous ceux qui vont être là. Mais les projets entre eux ont peu de points communs. Alors les points communs, on peut les trouver après. Mettons, mes bâtiments qui parlent de la culture arabe, on les retrouve avec de la géométrie, de la lumière, des choses comme ça. Mais les projets qui sont ailleurs n'ont même pas ces caractéristiques-là en commun. Donc je considère que chaque projet est autonome, avec un processus de conception qui est toujours le même et qui a fait ses preuves.
Malgré les projets récents et à venir, Philharmonie, Musée national de Chine, Musée du Qatar, le projet du Louvre Abu Dhabi est décrit comme votre projet suprême. Je voulais savoir quel était votre point de vue et comment vous le perceviez par rapport aux autres projets. Ça, c'est toujours le vieux problème de la comparaison culturelle. Et on voudrait toujours qu'on puisse les classer, qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Bon. Je crois que dans la dimension culturelle, dans les différentes disciplines, ça ne fait pas vraiment de sens. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse comparer totalement et classer le fait que tel roman ou telle peinture est automatiquement meilleur que l'autre. Ce sont des projets d'aboutissement, ce sont des projets, des projets sûrement qui ont une grande complexité et qui font l'objet d'un travail énorme et qui arrivent à une perfection peut-être ou à une complexification et à une profondeur que d'autres n'atteignent pas. Mais je dirais, bon, c'est un peu comme une montagne. Vous voyez un paysage, il y a différentes montagnes de différentes hauteurs, vous ne les voyez pas sous le même angle, avec la perspective. Bon, c'est évident que le Louvre Abu Dhabi est un de mes sommets, ça c'est clair. Mais je veux dire, on ne peut pas classer, a priori, ça je tiens à ça. C'est vrai pour une ville, les villes, est-ce que cette ville est plus belle qu'une autre? Bon, c'est comme les personnes aussi souvent. Bon, il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'ordre qui ferait dire, bon, celui-là est au-dessus des autres indubitablement. C'est un des sommets de ma création, mais un des. Merci, Monsieur Nouvel. Une dernière question, Monsieur Nouvel. Architecturalement, qu'est-ce qui déterminera pour vous le succès du Louvre Abu Dhabi? Le nombre de personnes qui vont dire à leurs amis qu'il faut absolument que ça aille voir ça. Before we go any further, I'd just like to thank you and to ask you to extend my thanks to Mr. Nouvel. I don't know if you could hear, but there were the sound of sirens happening in the background in the film. This was done at very short notice, and it was incredibly generous, I think, of you today, but also for him to do what he did, to present this at such short notice. Just a couple of questions, because I know everyone's been very patient, but it's been fascinating. Mr. Nouvel spoke about, for him, that early creative process, and it being quite meditative and kind of the ideas coming to him almost as a revelation. But my understanding, and forgive me if I'm wrong, is that there's a huge gap between that very first sketch that we saw and even the first rendering that you showed us with the light coming through and the person standing bathed in the light in the galleries. And it seems that it's partly your job to be able to get from that sketch and from the idea in his head onto that page. And I just wondered kind of if you could just tell me a little bit about what it takes and what that process is like to get from the sketch and the idea through to kind of the beginnings of architecture. It's not just one sketch, as you can imagine. But in this sketch, there's a lot, much more than what you can just see. But it is a lot of discussions also. Jean Nouvel does sketches, but he talks a lot. So, and I mean, maybe it needs another conference to explain how we put all this together to find and to start doing whether it is the design of the city. I mean, to draw a city from scratch is not an easy thing. For example, there are a huge amount of research
of different city plans, whether it is existing in European, Arab cities, or even imaginary cities, Pyrenees. And all this it's like cooking, so we put a lot of things together, we start doing something. The dome is, I think, more, I showed a little bit the process of this, but it's a long process from what you are looking at, and this is what's exciting about it, to something that becomes what we are looking for, this dream coming true. So when I've spoken to some of the guys who are involved in the construction on the site, they say that it's a very unusual project because it has marine work, so part of the site is submerged. So it involves the kind of construction and the kind of engineering and architecture that you might find on a kind of maritime project or a dam. But then it has the kind of steel work and the kind of infrastructure connected with it that you might find on a very complex skyscraper or an oil rig or something like this. And I just wonder if you could just talk to me about how varied the project is and how the complexity that adds to it. Well, again, we're not working alone. We have a lot of people around us helping us, the engineers. I mean, we have to have a great input in what we're doing, and we are always working with all these people that are helping us to make this happen and to make this complexity look as something that is very simple, and there is not more. It is not. I don't know how to say it. It is very difficult to make something simple. It is very complex. There is a lot of complexity behind. So we have to think also at the very beginning of how it can be built. So all these things together is encounter of a lot of talent and expertise from many different people that are putting together their means to make this work. Final question. Everyone's been very patient. Mr. Nouvel spoke very poetically at the end about how, although this was one of the peaks of his career, of which there are many peaks, it's in the way that mountains or cities are, his works are not comparable. But just from a maybe more of a technical point of view, or just in terms of the amount of effort that's gone into this. Some of the pictures that we've seen are kind of more than 5 years old, 7 years old. How is this project, for your experience, rated in terms of the amount of time? And this is definitely a marathon rather than a sprint. How is it compared to some of the other projects that you've worked on with Mr. Well, it is comparable. I mean, a project of this scale takes this time and takes this work, and I don't think it is more complex from other buildings that Jean did. I mean, of course, there is this challenge of the dome, but we did other projects like this. I mean, if you think of the roof of the Lucerne concert hall, or even the Fondation Cartier wall. I mean, all this, or l'Institut du Monde Arabe, they all have a degree of complexity with the same amount and the same challenge. They are all very different, but I think, again, you cannot just compare them and this one is more than the other. They are all very complex, and this is what makes Jean Nouvel's work very specific and very contemporary. Because we're, for example, in this museum, it is very much related, of course, to the culture here, and you can see a lot of traditional references. But everything that we use here in this project is extremely at the
edge of what is done today, very contemporary. Not only the dome, even for example, all these buildings that are there, they are made with the high performance concrete at scales that you would never be able to do 10 years ago. 3-dimensional panels that you bring 25 square meters and that are set up. And so we're using very contemporary techniques of today to do something that is going to be eternal and traditional at the end, I mean, inspired by tradition. Thank you very much. It's been a wonderful presentation. I've thoroughly enjoyed listening to you and also to Mr. Nouvel. I'd like to take this opportunity to invite you to thank Hala for her performance today.